RCF. RCF, les racines du présent. Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent en partenariat avec le quotidien La Croix, comme chaque semaine. Alors depuis plus de 200 ans, nous le savons, notre vie politique est rythmée par le balancement, voire souvent la tension entre gauche et droite. Ce clivage est, on le sait, le produit d'une histoire marquée depuis la Révolution française par une suite de conflits intenses, complexes. Le parcours qui a conduit à la mise en place de cette division des opinions, des identités politiques est loin, très très loin d'être linéaire. Alors avec nos invités, nous allons en reconstituer les étapes, éclairer la signification de ce couple devenu peu à peu, et peut-être jusqu'il y a peu, on verra si ça fonctionne encore aujourd'hui, constitutif de la vie démocratique française. Marcel Gauchet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, historien, vous avez dirigé la prestigieuse revue Le Débat. Depuis 40 ans, vous scrutez la vie politique française, mais aussi la vie des idées, ces idées qui structurent notre pensée commune. Votre dernier livre s'intitule « La gauche et la droite, histoire et destin ». Il est publié chez Gallimard dans la collection Le Débat. Il reprend et il actualise une étude que vous aviez publiée en 1993 sur ce fameux clivage droite-gauche. Et puis vous publiez quasiment au même moment un autre livre, alors plus précis, sur lequel nous reviendrons, plus contemporain, plus d'actualité. Il s'intitule « Macron, les leçons d'un échec ». Et vous avez travaillé pour le publier avec les journalistes Éric Conan et François Azouvi. C'est publié chez Stock. Face à vous, Laurent de Boissieu, journaliste politique à La Croix, lui aussi observateur attentif de nos mœurs politiques. Laurent nous aidera à décrypter la pertinence ou l'impertinence parfois de ce fameux clivage entre la droite et la gauche. Alors je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'en 1858, le grand historien Augustin Thierry s'interrogeait déjà. Il écrivait « La France est-elle condamnée par sa propre histoire à former deux camps rivaux et inconciliables ?» Eh bien, dans cette édition des Racines du présent, nous allons poursuivre cette interrogation. Les racines du présent. Frédéric Mounier. Les racines du présent avec l'historien Marcel Gauchet autour de son dernier livre « La gauche et la droite, histoire et destin » publié chez Gallimard. Et nous sommes également en compagnie du journaliste politique à La Croix, Laurent de Boissieu. Alors Marcel Gauchet, avant d'aborder l'histoire, venons-en tout de suite aux faits contemporains. Nous assistons à une montée de l'abstention qui est massive chez les jeunes, à une montée des populismes, à une détestation croissante des élites, à une défiance vis-à-vis des élus, des corps constitués, à une violence croissante physique et verbale dans les affrontements, à un effondrement des effectifs des partis, avec un président qui se dit en même temps de droite et de gauche. Alors, vous nous dites aujourd'hui, ce clivage droite-gauche persiste, c'est un vieux résumé des divisions françaises. Et écrivez-vous, il a encore de bons jours devant lui. Vous en êtes bien persuadé, Marcel Gauchet, devant ce cataclysme que nous vivons en ce moment ? Ce cataclysme me paraît avoir de grands rapports avec la situation actuelle de ce clivage qui s'est effectivement beaucoup dilué sur de nombreux de plans, mais qui demeure dans l'esprit des gens. Mais en se brouillant, il a provoqué un désintérêt pour la politique, car ce clivage avait un avantage fonctionnel considérable. Ah bah oui, c'était facile. Il canalisait le vote vers une opposition bien structurée. En l'absence d'un clivage clairement identifiable, fonctionne le rejet, tous les mêmes. Voilà. Et d'autre part, fonctionnent en même temps des radicalisations qui prétendent se situer, pour ainsi dire, en dehors même du champ politique. En tout cas, aux deux extrêmes. Aux deux extrêmes. Voilà. En réalité, c'est un signe de la vitalité du clivage dans la forme tout à fait nouvelle qu'il est en train de prendre. Il est encore bien vivant, mais il est brouillé sous une nouvelle forme. Laurent de Boissieu, La Croix. On peut même souligner que la formulation en même temps de droite et de gauche ne nie pas. Ni droite ni gauche nierait, et dirait une autre voie, le centre éventuellement. Mais et de droite et de gauche, on prend les deux. Donc on reconnaît leur existence et leur pertinence en soi. Et qui plus est, Marcel Gauchet répond, ce faisant, à une profonde aspiration des Français. Laquelle ? L'aspiration à un compromis entre ces deux camps.
qui a été au fond la martingale qui a fait le succès d'Emmanuel Macron en 2017. Il a promis, par rapport à des affrontements devenus complètement stériles et illusoires, puisqu'en fait, on se clivait véhémentement dans le verbe pour faire la même politique ou à peu près. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous insistez sur la continuité entre ce que vous appelez le mensonge mitterrandien et le mensonge chiracien. Oui, je crois qu'il y a eu un jeu de dupes de certains égards qui a fini par être perçu par l'opinion. Pourquoi s'opposer aussi vigoureusement dans le verbe pour aboutir à des résultats certes légèrement différents, mais malgré tout très convergents? Et en effet, il y a besoin d'un compromis, mais ce compromis a des effets délétères sur le champ politique, en tout cas en l'état actuel des choses. Tout est ouvert. Mais c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Puisqu'il rend la confrontation un peu dépourvue d'objets, puisqu'au fond, on va avoir un flottement au centre. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Oui. Et d'où à la fois l'abstention et la polarisation. Le paradoxe, c'est que l'affaiblissement du clivage produit la polarisation du champ politique. Laurent de Boissieu. L'avantage, entre guillemets, pour ceux qui s'est situé dans ce... Comme disait un Juppé, il fallait coupler l'omelette de deux côtés pour prendre les modérés, les raisonnables des deux camps. C'est ce qu'a fait Macron. L'avantage pour les personnes qui sont dans cette partie-là de l'échiquier politique central, on va dire, c'est que du coup, ils avaient une alternance centre-gauche, centre-droit, centre-gauche, centre-droit. Alors que là, maintenant, Macron ayant réunifié en quelque sorte centre-gauche, unifié centre-gauche, centre-droit, où est l'alternance finalement ? Voilà. Et c'est la grande question qui se pose pour 2022. Alors, on va y venir, mais avant cela, avec vous, Marcel Gauchet, vous êtes historien et dans votre livre, vous nous aidez à remonter aux racines de notre présent politique. Et vous nous rappelez qu'à l'origine de ce clivage droite-gauche, il y a la Révolution française, ce que vous appelez la scène primitive de 1789. Expliquez-nous. Parce que cette Révolution française pose une question qui va mettre plus d'un siècle à se résoudre sur la forme politique souhaitable pour le pays, monarchie ou république. Alors, ce n'est pas tout à fait dans ces termes-là que la question se pose en 1789, mais c'est très vite. Alors, en 1789, on met à bas l'Ancien Régime. Puis l'Empire, mais après, en 1815, la question se pose à nouveau frais. Mais oui, c'est ça. Et c'est là, d'ailleurs, c'est en 1815, parce que le torrent des événements s'est un peu calmé, qu'on va entrer véritablement dans un débat politique avec une confrontation de deux camps clairement identifiés. Alors que pendant la Révolution française, il faut dire que le brouillage des identités politiques et des repères a été considérable. 1815, c'est le vrai point de départ de la politique au sens organisé, institutionnel du terme, dans ce pays, avec un clair partage. À l'époque, on ne parle pas encore de républicains ou de façon très marginale, mais disons, ce sont les partisans d'une monarchie traditionnelle et qu'on va plus tard appeler les légitimistes, et les partisans d'une monarchie constitutionnelle libérale, à l'anglaise. Mais vous écrivez, Marcel Gauchet, les pires ennemis de la Révolution parachèvent son œuvre. Que voulez-vous dire ? Eh bien, ils ont le paradoxe de 1815 et des années suivantes, et que la radicalité des positions affichées par ce qu'on appelle les ultras à l'époque, Charles X, crée par regard un vaste parti qui ne se reconnaît pas dans ce qui serait un retour à l'Ancien Régime. Donc un parti libéral, c'est ça ? Oui, on a un débat Ancien Régime et Nouveau Régime. Alors on ne l'appelle pas forcément Révolution, mais l'Ancien et le Nouveau, c'est le débat qui va s'instituer sous la pression des gens qui veulent le retour à l'ancien. Des plus conservateurs, des plus réactionnaires, c'est ça ? C'est un classique. Voilà, c'est un classique. Et c'est d'ores et déjà une préfiguration du clivage droite-gauche ? Oui. D'ailleurs, c'est dans ces termes-là qu'on commence à raisonner dans la vie parlementaire. Donc, pour le moment, c'est un langage réservé aux initiés du jeu parlementaire, aux quelques journalistes de l'époque qui suivent ces débats, et ça ne pénètre pas beaucoup ou très peu dans l'opinion. Même si, dans le milieu culturel, un auteur comme Stendhal, par exemple, témoin de ces clivages, commence déjà à employer ce langage. D'accord. Et à se qualifier lui-même dans ce langage, à désigner sa position centre-gauche. Alors, juste pour mémoire, il faut rappeler
puisque physiquement, au tout début de la Révolution, la droite se situait à la droite du président de séance, c'est ça ? Oui, ça, c'était physique. C'était une légende. Oui. C'est un peu une légende. Ah bon. Ce qui caractérise surtout les assemblées révolutionnaires, Oui. c'est l'extraordinaire confusion D'accord. de la manière dont c'est vécu. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de groupe politique. Il y a C'est-à-dire que pas... tout le monde a droit à la parole, Tout le monde a droit à la parole. C'est très difficile de l'apprendre. si on a encore la tête sur les épaules. Oui. Alors ça, c'est encore à une En étape 93, supérieure. oui. Il y aura... Alors effectivement, petit à petit, très lentement, en réalité, les positions se décantent, c'est-à-dire que les camps se regroupent physiquement, Oui. et on commence là à parler, mais purement dans le langage de l'Assemblée, de droite et de gauche. C'est très topographique, c'est côté Oui, droit, Boissier, ceux qui sont c'est du ça. côté droit ou ceux qui sont en haut, d'ailleurs Oui, la parce montagne, qu'il les y a la montagnards, montagne. et avec ce qu'on a appelé longtemps un marais qui est très important. Donc en Mais- fait, les positions idéologiquement, si je puis dire, pour faire d'anachronisme marqués, sont en fait des groupes assez minoritaires, Oui. autour desquels Bien sûr, oui, divers oui. s'agrègent, Oui. mais d'une façon très mouvante. Hein. Mais la masse ne n'y entre pas. Et- non. C'est ça. Alors, venons-en. On poursuit notre avancée dans notre histoire politique. 1848, l'irruption du suffrage universel. Masculin. Marcel Gauchet. Masculin, il faut le rappeler. Masculin. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Alors, ça a changé le besoin pour les acteurs politiques, pour les citoyens, que tous les êtres de sexe masculin sont à l'époque, de se définir politiquement. Donc c'est une question adressée à chacun. On n'est pas simplement le spectateur d'une assemblée qui est partagée, mais on s'engage soi-même par son bulletin de vote dans ce jeu, en se situant quelque part. C'était la première fois. C'était la première Oui. fois de cette... Donc, c'est un grand moment de notre histoire. C'est un très grand moment de notre histoire et de l'entrée des masses en politique, hein, qui va changer complètement la physionomie de nos régimes, qui étaient des régimes élitaires et qui peu à peu, lentement, se rapprochent de la base des citoyens. Alors, il faut rappeler que ça n'a pas duré très longtemps, puisque après 1848, le prince Louis-Napoléon Bonaparte est devenu l'empereur Napoléon III. Nous avons eu cette longue parenthèse du Second Empire. Et puis Avec ensuite, suffrage universel. avec suffrage universel, il faut le rappeler également. Et ensuite, alors, à partir des années 70, 75, la République s'est construite peu à peu. Elle s'est construite très lentement Oui. et très laborieusement. Hein, aujourd'hui, on nous parle du 4 septembre 1870. Comme On en parle peu, remarquez. On en parle peu, hein, comme la date inaugurale Oui. où la République s'installe et ne cessera plus d'exister, ça, hors la parenthèse de Vichy. Mais en fait, ça a été une longue bataille, puisque sous couvert de la République, en fait, on attend une restauration monarchique pendant plusieurs années. Voilà. La vraie date Cette attente-là est toujours là. Oui. La vraie date de naissance de la République sont les élections de 1879 qui voient apparaître la République des Républicains. Donc c'est la vraie date. Avec ces mots-là, Avec ces mots-là. on utilise ces mots-là. Le Laurent clivage Boissieu. encore prégnant, c'est encore les institutions. D'ailleurs, on voit dans tous ces débuts de la Troisième République que les petits groupes qui vont faire la République, finalement, avec l'amendement Vallon qui finit par être voté, c'est centre-gauche, centre-droit, avec le terme est bien présent, très présent, qui disparaîtra après d'ailleurs dans l'intitulé des groupes. En tout cas, il est à ce moment-là très présent. Et c'est une mouvance-là de personnes qui sont d'accord sur tout, en fait, sont en gros, on va dire, des libéraux conservateurs. Oui. Sauf que les uns sont pour une monarchie constitutionnelle anglaise et les autres légitimistes. Alors il y a les légitimistes ultra chevaux légers à l'époque, c'est plus le mot ultra, mais en tous les cas qui sont minoritaires. Mais cette mouvance-là, en fait, avec toujours centre-gauche, centre-droit qui les sépare sur les institutions. Et finalement, la République conservatrice va unifier tout ça. Mais alors, Marcel Gauchet, justement, vous qui avez travaillé sur la pérennité et la construction plutôt de ce clivage gauche-droite, durant ces années, entre 1879 et la Première Guerre mondiale, disons, quels ont été les grands clivages, les grandes tensions ? Alors, il y en a deux, Oui. en fait, fondamentaux. Il y a l'existence de la République continue d'être contestée par une force monarchique très importante, qui va être relayée bientôt par l'Action française. Force monarchique et catholique, il faut le rappeler. Et c'est ça. Et ça, donc, il y a le vieil affrontement monarchie-république qui se double de l'affrontement de plus en plus prégnant Église contre République, qui aboutira à la séparation de 1905, et puis apparaît une force nouvelle là, qui va dominer toute la scène politique pour ou contre au XXe siècle, qui est
la question sociale et les partis d'obédience socialiste. C'est ça. Avant et après la grande révolution socialiste. Oui. Là, on change d'époque et ça c'est très marqué dans le langage de l'époque. Il y a eu la révolution bourgeoise qui a instauré la République. Maintenant, la question, c'est la révolution sociale qui instaurera le socialisme. Et c'est par rapport à cette interpellation de plus en plus que vont se définir les camps en présence. Mais il s'agit bien d'une droite et d'une gauche. Il s'agit bien d'une droite et d'une Laurent de Boissieu. Le clivage droite-gauche qui était avant sur la question des institutions, après sur la question religieuse, les deux mêlés, et devient sur la question en effet économique. Alors, on peut en faire plusieurs mots, mais possédant face aux travailleurs, aux prolétaires, si on prend l'auto-qualification au sein du mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, avec quelque chose qui va se passer, c'est que des gens qui étaient libéraux et plutôt classés à gauche au 19e face aux conservateurs qui étaient à droite, et vont se retrouver, ça a été ce qu'on appelle le sinistrisme, poussé. Le sinistrisme. Oui, c'est un mouvement sinistra vers la gauche. Vont être poussés au fur et à mesure vers le centre puis vers la droite par l'arrivée des radicaux socialistes, des socialistes puis des communistes. Et si on suit la généalogie parlementaire, on voit des gens qui siégeaient ou leurs ancêtres siégeaient à gauche, qui se retrouvent au centre puis à droite. Il en reste dans certains pays européens, petite parenthèse pour ceux qui aiment la vie politique dans les pays d'Europe, Venstre, ça veut dire gauche dans les pays nordiques, et ce sont les partis libéraux qui ont conservé le mot gauche. Et en 4ème République, il y a un petit groupe qui s'appelle les Républicains de gauche, qui quelques mois encore perpétue cette tradition, qui en fait est un groupe libéral de droite, lui-même plutôt conservateur, mais qui garde ce mot gauche parce que c'est ce qui symbolisait à l'époque l'ancienne rivalité entre la gauche et la droite sur la question des institutions. Mais oui, Benjamin Constant, qui a été député sous la Restauration, était qualifié à l'époque d'extrême gauche. Ce n'est pas l'image que nous en avons aujourd'hui. Vous citez cette phrase, Marcel Gauchet, du philosophe Alain, qui écrivait en 1931 « Lorsqu'on me demande si la coupure entre homme de gauche et de droite a encore un sens, je me dis que l'homme qui pose cette question n'est certainement pas un homme de gauche. » Que voulait-il dire, Marcel Gauchet ? Parce qu'il y a eu un grand ébranlement consécutif à l'union sacrée de 1914-1918, mais oui. Et l'apparition de cette réalité nouvelle qu'était la révolution russe et le Parti communiste français, qui a eu un moment de flottement très important parce que dans un premier temps, il rejette totalement ce langage parlementaire. La droite et la gauche, c'est les bourgeois. Nous, on est ailleurs. Et puis petit à petit, ils entrent dans le jeu. Et parallèlement, avec l'union patriotique qui s'était faite à l'occasion de la guerre, évidemment que les clivages classiques dans le paysage habituel du parlementarisme s'étaient complètement brouillés. Et la grande question à la fin des années 20, au moment où écrit Alain, en fait, c'est la question de savoir si, au fond, on n'est pas sorti finalement une fois pour toutes, à la fois par la réconciliation des partis classiques et par l'apparition d'un parti extérieur au jeu. Et donc, Alain constate le basculement qui est en train de s'opérer à ce moment-là, où, d'une part, les forces qui s'étaient unies au moment de l'Union sacrée se redivisent, et où, par ailleurs, le Parti communiste entre dans la gauche, reprend ce langage et commence à s'intituler la vraie gauche, contre la fausse gauche qui est la gauche parlementaire classique. Les racines du présent. RCF. Au micro, Frédéric Mounier, aujourd'hui avec nos invités, le philosophe et historien Marcel Gauchet, autour de son livre « La gauche et la droite, histoire et destin » chez Gallimard, collection Le Débat. Nous sommes également en compagnie du journaliste politique à la Croix, Laurent de Boissieu. Eh bien, nous nous interrogeons sur le thème de ce fameux clivage gauche-droite. La gauche et la droite sont-elles toujours d'actualité ? Alors, nous sommes remontés dans la première partie de l'émission à l'origine, à la scène primitive de 1789, comme vous dites, Marcel Gauchet. Et puis, nous sommes remontés jusqu'à l'entre-deux-guerres. Alors, il y a un point quand même qu'on a encore peu évoqué, Marcel Gauchet. Vous nous expliquez que ce clivage gauche-droite implique la présence active d'un troisième terme, le centre. Mais oui. Le centre n'est pas un accessoire du clivage. Mais il est constitutif. Il est constitutif et c'est celui qu'on escamote toujours. Et oui. Alors qu'en fait, il a été déterminant. Là, dans les pays où vous avez deux grands partis de gouvernement qui alternent, républicains et démocrates aux États-Unis, ou conservateurs et travaillistes en Angleterre, il n'y a pas de problème de droite et de gauche. La classification n'est pas topographique, parce que la droite et la gauche, c'est vide. C'est des étiquettes vides, d'accord. Puisqu'elles se situent simplement dans l'espace.
Mais ce qui a imposé ce langage, finalement, dans le vocabulaire politique français, c'est le fait que le parti principal qui va gouverner généralement, c'est le parti central. D'autant plus que le clivage est virulent, que les forces politiques les plus extrêmes sont peu probables du point de vue de ce qu'exige une action gouvernementale avec toutes les contraintes de pragmatisme qu'elle impose. Donc, en fait, le vrai pivot, c'est le centre, alors qu'il cherche des dénominations diverses et variées, bien sûr, et les extrêmes définissent le champ politique, la droite et la gauche, mais ne gouvernent pas. Et font pression sur le centre pour le tirer chacun dans leur sens avec ce qui va donner donc un centre droit, un centre gauche qu'on évoquait à l'instant. Lord Boissieu. Ça pose une question fondamentale. Oui. C'est qu'est-ce que le centre? Mais je vais préciser un petit peu parce que sinon on va pas. Certains considèrent que le centre c'est forcément ni ce qui est à droite, ce qui est ni à droite ni à gauche. Donc en gros le centre gauche c'est pas le centre, c'est la gauche modérée. Le centre droit c'est pas le centre, c'est la droite modérée. Ce qui change tout dans la vision après. Et dans les analyses qu'on va formuler. On considère que l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, c'était... Qu'on va écouter dans quelques instants. Soit on peut considérer que c'est la victoire du centre, soit on considérait, au contraire, si on regarde en termes électoraux, c'est le moment où on arrive sur la bipolarisation. Pas le bipartisme, mais la bipolarisation. Où il n'y a plus trois offres. Si on regarde le nombre de triangulaires, ça chute complètement à ce moment-là. Il n'y a plus que 2 offres. Donc c'est la fin du centre. Et en même temps, c'est un centre droit. Alors oui, ça c'est Marcel Gauchet. La subtilité qui impose un déchiffrement très sophistiqué de la politique française. Mais Laurent de Boissieu est très sophistiqué. C'est un observateur très fin de la vie politique française. Parce que vous avez raison, on peut compléter votre analyse, c'est parfaite, en disant que Valéry Giscard d'Estaing a formulé la loi de l'enterrement du centre. La France veut être gouvernée au centre. Ce qui est pas forcément par le centre. mais ce n'est pas par le centre. Alors justement, si vous voulez bien... Ça a été ça, un moment de bascule capitale dans la vie politique française. Alors justement, on va écouter une sorte de reprise des phrases de Valéry Giscard d'Estaing. On va l'écouter pour se souvenir de ce à quoi il tenait à l'époque. Et Marcel Gauchet, vous réagirez ensuite. On écoute Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975. Il y a une question complémentaire, c'est de savoir si vous seriez favorable ou pas à ce qui est en France, un statut comme ça existe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui interdisent en fait aux personnalités officielles, pas seulement au président, ça peut être aussi bien aux ministres, aux membres de mission, etc., de recevoir des cadeaux au-delà d'une certaine valeur. Je n'avais aucune objection. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. C'était quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous êtes le candidat de l'espoir? Je suis le candidat de l'espoir. Pourquoi? Parce que je suis celui qui a construit les fondations. Et c'est celui qui a construit les fondations qui est qualifié pour construire la maison. Françaises, Français, il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Voilà, Marcel Gauchet, vous avez entendu cette rétrospective sonore du septennat de Valéry Giscard d'Estaing par lui-même, avec cet adieu un peu mystérieux, nimbé de mystère, invoquant la Providence. Vous nous disiez, Valéry Giscard d'Estaing a enterré le centre. Que voulez-vous dire exactement? Je veux dire qu'il a obligé le centre, de fait, à se ranger soit
au sein de la droite, soit au sein de la gauche. Et très généralement à se camoufler. Parce que il a, avec lui, il formule la règle qui va être celle de nos régimes. La France est gouvernée au centre. Mais on ne peut pas le dire. Mais on ne peut pas le dire. Mais on ne peut pas le dire parce qu'on est forcément ou de droite ou de gauche. Et on est forcément interpellé par les extrêmes, dites-vous. Et voilà. Et donc, c'est un déplacement de la conflictualité politique très dangereux puisqu'il implique une sorte de mensonge structurel de la vie politique où les identités fortes revendiquées par les gouvernants sont démenties par la politique qui mène effectivement. De fait, voilà. C'est les mensonges mitterrandiens et chiraciens que vous évoquez. Alors, il y a un point historique sur lequel il faut revenir pour bien comprendre d'où nous venons et pour bien comprendre ce qu'est devenu ce clivage droite-gauche. On brûle évidemment de vous interroger, Marcel Gauchet, sur votre regard sur la présidence actuelle d'Emmanuel Macron. Rassurez-vous, on va y venir dans quelques instants, mais je crois qu'il faut d'abord évoquer un fait majeur qui s'est produit, c'est ce que vous appelez, Marcel Gauchet, l'évaporation du spectre communiste, l'impasse dysfonctionnelle des économies collectivistes. C'est évidemment l'événement qui a changé la physionomie pour longtemps de nos systèmes politiques qui se sont redéfinis à partir de 1917 en fonction de cette hypothèque considérable que représentait le mouvement communiste international et la perspective conquérante d'un socialisme d'État, puisque c'était en fait de ça qu'il s'agissait, qui est totalitaire, il faut bien le dire, qui en fonction duquel toute la vie politique en Europe et dans le monde s'est définie depuis 1917 et a fortiori depuis 1918 quand nous sommes sortis des hostilités. Et donc ça s'est évaporé. C'est le vrai changement de siècle du point de vue politique. Et parce que ce qui est remarquable, un mot sur cet événement, dans sa dimension, laquelle on ne réfléchit peut-être pas suffisamment, c'est que c'est un événement intellectuel ou idéologique. L'idée de révolution s'est évaporée avant le régime soviétique. Les révolutionnaires ont disparu, c'est-à-dire la croyance dans la possibilité d'une révolution sociale s'est effacée. Et finalement, on pouvait penser que c'était un phénomène purement réservé à nos sociétés où cette menace était déjà beaucoup affaiblie. Mais le remarquable, c'est que ça a ressurgi. Ça s'est introduit à la tête même de ces régimes, que ça soit d'une manière très différente, il est vrai, en Chine, avec la conversion de fait à un capitalisme qui ne dit pas son nom, mais qui est très opératoire. Même chose au Vietnam. Et même chose au Vietnam. Et évidemment, au sommet de l'État soviétique, on croyait totalement invulnérable à ça. Et c'est une chose unique dans les annales de l'histoire humaine. Un régime idéologique qui abdique. Et qui abandonne corps et biens le système institutionnel qu'il avait fabriqué pour se recycler dans un régime autoritaire et sur lequel il y a beaucoup à dire, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était le système soviétique. C'est l'écroulement idéologique du communisme a précédé son écroulement institutionnel. Et ça ne s'était jamais vu. Je crois. Ouais. Laurent de Boissieu-Lacroix. Est-ce qu'il y avait une troisième voie, si je puis dire, centriste ? C'est-à-dire quand le marxisme s'est effondré, le capitalisme a été triomphant, mais il y avait certains chrétiens sociaux ou les gaullistes qui proposaient un peu une troisième voie ou même de deuxième gauche. Une deuxième gauche, oui. Et finalement, on est passé de la fin de l'opposition frontale et duale entre capitalisme et marxisme, en effet traduit par deux blocs géopolitiques, à finalement le capitalisme triomphant et plus aucune alternative, on a l'impression. Alors, Marcel Gauchet. Alors, en fait, il faut aller à la racine. L'idée qui s'est écroulée, c'est pas simplement le communisme comme perspective politique et sociale, c'est la croyance qui était partagée très au-delà des rangs communistes ou marxistes dans la gestion publique de l'économie. C'est ça le vrai enjeu des années 70-80. C'est la question de la puissance de l'État. C'est la question de la capacité de l'État à gérer une économie moderne. Le fait est
le système de l'économie administrée, par exemple, tel qu'on le connaissait en France, qui n'avait rien de totalitaire, qui était un mélange de libéralisme et d'étatisme. L'ardente obligation du plan, disait même De Gaulle. Voilà. Bah oui. Et donc, cette capacité des institutions politiques à gérer l'économie, c'est dissoute. Et c'est ça qui, par exemple, fait que, dans un premier temps, on a dit, avec l'écroulement du communisme, la voie royale s'ouvre pour la social-démocratie. Mais la social-démocratie, en fait, est aussi ébranlée dans ses fondements. Il ne lui reste que la redistribution, mais moyennant le fait qu'elle accorde la liberté à l'économie créatrice de richesse qui permet ensuite de redistribuer, ce qu'avait formulé très tôt Helmut Schmidt, par exemple, en Allemagne. D'où le fait que certains disent que ce n'est plus la social-démocratie, mais le social-libéralisme. Alors voilà. après, mais c'est pas faux, descriptivement, social-libéralisme, parce que l'intention est redistributrice, mais libérale, parce qu'on laisse faire l'économie pour créer la richesse qu'on entend ensuite redistribuer. François Hollande était le premier. Alors, vous montrez très bien dans votre livre comment ce ralliement non assumé de la gauche et aussi de la droite gaulliste au néolibéralisme. Mais François Hollande était tout de même le premier à parler de socialisme de l'offre, à reprendre la loi de C, l'offre crée la demande, qui était aussi ce que disait Helmut Schmidt d'ailleurs à la fin des 70 en Allemagne. Donc finalement, Macron, parce que pour arriver sur lui, n'est-il pas finalement l'enfant, non pas en rupture, mais l'enfant de cette évolution commencée en 83 par la gauche au pouvoir? Oui, tout à fait. Marcel Gauchet. Il est évidemment disruptif, comme on dit aujourd'hui, par rapport à la scène politique constituée, aux partis institutionnels de gouvernement. Mais en réalité, vous avez absolument raison, il est très logique comme aboutissement d'un mouvement. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Et lui l'a dit. Ça a été ça sa force. Finalement, c'était un secret de polichinelle que la droite et la gauche de gouvernement n'osaient pas avouer par une pudeur. Que, même chez François Hollande, ça restait, que vous évoquiez, ça restait timide et très prudent. Et lui dit tout haut ce que tout le monde fait tout bas. Alors Macron dit tout haut. Macron dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va écouter Emmanuel Macron dans un extrait du documentaire de Yann Lénoret, un documentaire qui a été diffusé sur TF1 juste après la victoire de 2017. On va écouter un extrait de cet extrait. C'est Emmanuel Macron, entre les deux tours, qui donne ses instructions à son équipe. Et Marcel Gauchet, vous réagirez. Là, les enfants, il reste 15 jours, mais il ne faut pas en louper une seconde. Hein. Je vous le dis tout de suite. Nous n'avons pas le choix. Il y a les 3 programmes à pilonner. Il y a évidemment Le Pen, il y a Fillon, mais il y a Mélenchon maintenant, qu'on a sous-pilonné. Et il faut le faire, il faut que les gens comprennent. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus envie. Et donc là maintenant, et tout le monde, je le dis, ça doit vibrer ici. C'est pour ça que j'étais en colère samedi quand je vois que c'est pas plein ici. Tout le monde maintenant, tout ce qui a été fait, on peut être fatigué, etc. Mais dites-vous bien et dites-le partout. Les 15 jours qui viennent, il y a des gens qui vont commencer à vous regarder maintenant. Ceux qui ont le plus envie gagneront. Donc le dernier jour, je m'en fous, je ferai 3 meetings. Parce qu'à la fin, ils ne retiendront pas un mot de ces meetings, mais ils verront un type qui a envie d'y aller et de le faire. Timing, c'est trop mais ce sera adapté, je m'en fous, ça c'est adapté. Et donc c'est ça, et tout le monde doit être là-dedans. Ne soyez jamais arrogant quand vous êtes face à un journaliste. Rien n'est gagné. On peut se faire déballonner dans les 15 jours. Mais déballonner. Et donc, il n'y a que ça qui doit imprimer dans les 15 jours qui viennent. Et tout le monde sur le pont. Tout le monde. Et donc là, moi, je fais un appel général à tous les technos, etc., si besoin est. Et je peux passer une demi-heure avec les helpers que vous réunissez avant que j'aille chez Alpha Condé. Je veux parler à tous les politiques. Il faut parler à tous les experts. Là, il faut que les gens comprennent que pendant 15 jours, ils peuvent dormir et manger. Mais le reste du temps, ils ne feront que ça. Que ça. Sinon, c'est pas la peine. Et les Françaises et les Français, moi je les connais, c'est que ça qu'ils regardent. À la fin, ils veulent savoir qui a le plus envie. Et il y a une prime colossale à celui ou celle qui a le plus envie. Et ce sera nous. Non, au Parisien. Donc voilà, vous vous démerdez sur les dates, mais il n'y a pas le choix.
Voilà, et ce sera lui, et ce sera Emmanuel Macron qui sera élu président de la République. Nous étions entre les deux tours et nous écoutions le candidat Macron qui donnait ses dernières instructions à ses équipes. Alors, Marcel Gauchet, vous publiez en ce moment un livre intitulé Macron, les leçons d'un échec. C'est aux éditions Stock. Vous avez travaillé avec nos confrères Éric Conan et François Azouvi. Comment vous réécoutez cette vitalité du candidat Macron entre les deux tours en 2017 ? La vitalité est prodigieuse. Et à coup sûr, l'enthousiasme de la jeunesse et non seulement celle de Macron, mais de son entourage, de l'équipe qu'il avait réussi à fédérer, a énormément compté, même si je suis très sceptique sur l'espèce de loi qu'il formule, selon laquelle celui qui a le plus envie gagne. Parce que j'en connais qui avaient très envie et qui ont quand même été battus. Marine Le Pen avait envie. Ça se discute. Ça, là, au moins, Vu son suicide lors du débat, c'est ça ? Le point se discute, mais on peut remonter en arrière. Alors, soyons précis, Marcel Gauchet, nous sommes ici en conversation autour de l'histoire du clivage gauche-droite. Comment voyez-vous l'irruption de Macron au milieu de ce clivage gauche-droite, justement ? Alors, nous sommes partis de Valéry Giscard d'Estaing enterrant, en fait, le centre et consacrant, malgré lui, le clivage qui va s'institutionnaliser avec François Mitterrand, puisque là, on va avoir une longue période politique d'alternance gauche-droite, qui, chaque camp est marquant très fortement son identité sur ce thème. Eh bien, avec Emmanuel Macron, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de ce cycle des alternances droite-gauche, parce qu'il faut rappeler que jamais, dans cette période d'alternance, personne n'a réussi à se maintenir durablement. Personne n'a jamais été réélu, sauf cohabitation. Oui, sauf cohabitation. Voilà. Donc, ça donne c'est la fin de cette période, parce que l'expérience qu'ont fait les Français, c'est que cet affrontement était stérile, qu'il n'était pas constructif, en fait. Et à cet égard, le quinquennat de François Hollande a été particulièrement significatif, puisqu'on a eu l'impression d'une espèce de guerre de tranchées, où le clivage, d'ailleurs, s'installait dans le propre camp. Oui, c'est ça. Et où avec les frondeurs. Et le blocage du système institutionnel empêchait de mener une véritable politique suivie et cohérente. Les gouvernements étant systématiquement mis en échec, ou bien dans leur propre camp avec François Hollande, ou bien dans la rue avec Nicolas Sarkozy auparavant. Donc, Macron a fait le bon diagnostic. Il a perçu, en politique, le flair est essentiel, la saisie des mouvements profonds de l'opinion, qu'il fallait sortir de cet affrontement qui n'était plus payant. Et d'ailleurs, il est remarquable quand on regarde de près, Laurent de Boissieu l'a certainement fait beaucoup plus près que moi, la campagne de 2017, tout le monde avait plus ou moins senti ça, mais Macron, il n'avait pas plus envie que les autres, il avait mieux compris que les autres qu'il fallait jouer le compromis. Un mot. Le compromis. Non pas le centre, non, mais le compromis. Le compromis. Oui. Et que l'heure était venue pour la France de tourner une page politique en installant cette notion ONI dans les identités politiques françaises, comment des compromis avec l'ennemi de classe. C'est synonyme de mollesse, de compromission. Voilà. Et pourtant, c'est cette carte-là qu'il a jouée. C'est cette carte-là qu'il a jouée et qui correspond, me semble-t-il, toujours, quand on regarde de très près les données des identités politiques dans ce pays, telles qu'elles évoluent, il correspond à une aspiration majoritaire, pas unanime. Mais comment vous la qualifiez, cette aspiration ? L'aspiration, justement, a trouvé une manière de répondre en même temps, le mot de Macron n'était pas choisi au hasard, ou à la fois, si on veut éviter le vocabulaire présidentiel, à des aspirations relevant de la justice et à des aspirations relevant de l'efficacité politique. Laurent de Boissieu, Lacroix, vous partagez ce point de vue ? Quel est ce compromis, justement ? Est-ce que c'est prendre, par exemple, je ne vais pas citer De Gaulle, mais prendre l'ordre à la droite et le progrès social ou le progrès social ou sociétal à la gauche, ou est-ce que c'est faire un compromis entre la vision de l'ordre de la gauche et la vision de l'ordre de la droite ? Est-ce que c'est piocher, ou est-ce que c'est vraiment faire un amalgame entre... Vous mettez le doigt sur l'écueil qu'a rencontré Emmanuel Macron. Il avait très bien compris l'aspiration, il n'a pas su, à mon sens,
la traduire opératoirement dans une politique compréhensible, intelligible pour les Français. Et dans son propre camp, il y a un flottement autour de ce qu'aurait voulu dire ce fameux compromis, car Laurent de Boissieu vient de formuler très bien le problème. Il ne s'agit pas simplement d'un mélange approximatif, mais de définir une autre offre à partir d'éléments qu'on emprunte aux deux camps, parce qu'il y a aussi une aspiration à l'efficacité de politique à la gauche, mais elle ne se traduit pas de la même façon. Par exemple, dans la gestion des entreprises, il y a une vision de l'efficacité de gauche et une vision de l'efficacité de droite. Dans un cas, compter sur la mobilisation des salariés, dans l'autre, sur l'autorité du management. Je simplifie, évidemment. On va revenir, si vous le voulez bien, sur ce qu'on peut dire aujourd'hui du bilan, peut-être dans une perspective historique, du bilan d'Emmanuel Macron. Mais avant cela, je voudrais vous proposer une parenthèse, Marcel Gauchet et Laurent de Boissieu. C'est l'apparition des mouvements écologistes. C'est quand même quelque chose de nouveau. Et alors, j'ai noté, Marcel Gauchet, que vous êtes assez sévère à propos des mouvements écologistes. Vous en parlez comme, je cite, d'un recyclage de l'anticapitalisme d'extrême gauche avec une vision libertaire. Ça, c'est la version française. Parce oui, que il y a autant absolument, nous sommes en France. Oui. Il y a autant de mouvements écologistes qu'il y a de traditions politiques nationales. Parce que, effectivement, est apparue une question qui, au départ, d'ailleurs, renvoyons à l'origine vraie, c'est le rapport de Rome. Oui. Cette question, les gens qui ont fait le rapport de Rome... Le club de Rome dans les années 70. Voilà. Ils ne se définissaient pas en termes politiques de droite ou de gauche, parce que précisément, dans leur esprit, c'était une cause transpartisane. Mais ils disaient que la planète était en train de se fatiguer. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé en réalité... Et on pourrait d'ailleurs multiplier, parce que le club de Rome a eu plus d'écho par la nature même de son document et du type de démarche qu'ils avaient mis en œuvre, très scientifique pour l'époque. Ils ont eu beaucoup d'écho partout. Cette alerte écologique, qui était indispensable, a été saisie diversement par la droite et par l'extrême gauche en déshérence. Ah, l'extrême gauche n'avait plus rien. Oui. Ça, n'avait plus d'os à ranger. N'avait plus de révolution à proposer. Plus de révolution sous la main. Mais oui. Que faire pour s'opposer radicalement au cours des sociétés dans lesquelles on vit, s'il n'y a pas de révolution à la clé? Il y a au moins une chose qui est le péril écologique, qui est un péril certain, mais qui a été instrumentalisé de toutes les manières possibles et imaginables. Vous souscrivez à l'analogie que certains dressent entre la pastèque et l'écologie. Oui, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. À condition de bien préciser les conditions très françaises, parce que d'une part et d'autre part, à condition de bien préciser que ça ne juge pas la cause écologique en elle-même, qui cherche sa traduction politique sans l'avoir, à mon sens, encore trouvée. Alors, revenons-en à Emmanuel Macron. Dès 2019, assez rapidement, en fait, Emmanuel Macron s'est trouvé confronté à ce fameux mouvement des Gilets jaunes que personne n'avait vu venir, qu'il n'a pas vu venir. On va se remettre dans l'ambiance. C'était le 26 novembre. On va aller avec les caméras de FR3 sur un rond-point à Vesoul. On va écouter ce que disaient les Gilets jaunes à l'époque. Céline, 21 ans, est la porte-parole des Gilets jaunes ici à Vesoul. Depuis le début de la mobilisation, elle est là tous les jours. Aujourd'hui, avec les autres gilets, elle a appris la nouvelle. Moi, c'est hors de question que j'obéisse à 8 people qu'on n'a jamais vu sur une manif, où non, on n'a jamais entendu parler, où on dit que c'est les Gilets jaunes qui ont voté pour eux, alors que nous, on n'a jamais entendu ça. On n'a rien été consulté, on ne nous a jamais demandé notre avis. C'est hors de question que moi, j'obéisse à 8 gars qui vont finir au gouvernement et à coucher des 10 000 € par mois. Un choix partagé par les autres Gilets jaunes qui se sentent oubliés, voire même méprisés. Je ne comprends pas ça parce qu'en aucun moment on nous a demandé notre avis. Ces 8 personnes, on voudrait bien connaître leur pédigré. Pourtant, depuis 10 jours, tout est organisé pour tenir ici. Du café pour se réchauffer, de la nourriture pour se restaurer. Céline a souhaité depuis le début défendre cette ruralité, des jeunes, des anciens, trop souvent oubliés depuis Paris. Les jeunes n'ont plus d'espoir, ça c'est clair et net, mais les vieux, eux, ils sont anéantis. C'est les retraités, tout ça, c'est aberrant ce qui se passe. Et c'est là-dessus qu'on se rejoint. Un combat, une histoire pour cette jeune mère de 3 enfants qui, dans la vie de tous les jours, est commerciale. Depuis toute petite, il y avait cette injustice-là. Mon père devait travailler le week-end, à faire les heures à n'en plus finir parce qu'on ne pouvait pas finir les fins de mois. Donc c'est vrai que depuis toute petite, je ne comprenais pas pourquoi ceux qui bossaient même très dur, ne pouvaient pas vivre derrière. Alors de retour à ce rond-point ici à Vesoul,
Même si la déception d'un choix que personne ne comprend est là, Céline continue de prendre le temps d'écouter les gilets, leurs histoires de vie, leurs difficultés. C'est des retraites où les gens ne peuvent pas finir le mois, c'est des aides-soignantes qui sont au bout du rouleau, c'est des ambulanciers qui sont payés à 80% alors qu'ils font un travail de dingue, c'est des retraités, on n'en parle même pas. Ah oui, non, c'est des personnes qui vivent dans des caravanes alors que la neige va arriver. Des gilets jaunes de Haute-Saône qui ne se sentent pas représentés, mais qui dès demain vont continuer leur combat. Voilà, c'était au début des mouvements des Gilets jaunes devant les caméras et les micros de FR3. On a bien entendu ce mépris des élites, ce déficit de reconnaissance, ces personnes qui ne se sentent pas représentées. Marcel Gauchet, dans votre livre « Macron, les leçons d'un échec », publié chez Stock avec Éric Conan et François Azouvi, vous proposez de resituer les Gilets jaunes dans une perspective historique. Vous dites qu'il y a une forme de sans-culottisme. Vous trouvez dans ces propos l'écho des sans-culottes et vous dites aussi qu'il y a là un oubli de 1848. Alors, ce sont deux dates dont nous avons parlé tout à l'heure. Expliquez-nous. Marcel Gauchet. En deux mots, ce qui est frappant dans les Gilets jaunes, c'est la remontée d'une culture politique qu'on croyait disparue. Classiquement, on nous avait appris qu'il y avait d'abord eu une revendication politique qui aboutit avec la conquête du suffrage universel masculin. Et puis ensuite, une question sociale qui avait amené un nouveau langage, en fait, à la revendication d'une justice qui prend plusieurs versions, et qui avait effacé, au fond, ce langage politique d'origine de la Révolution française. Eh bien, l'étonnant de ce que nous vivons, et on pourrait poursuivre avec beaucoup de documents, c'est qu'on a l'impression que la mémoire de ce mouvement ouvrier et socialiste consécutif à 1848 a complètement disparu. Ça s'est effacé. Des esprits. Il n'y a plus de syndicats. Il n'y a plus personne pour représenter ce monde. Et pour parler son langage. Qui plus est, le langage syndical lui-même, même chez les représentants du syndicalisme le plus traditionnel, a beaucoup évolué. C'est une autre langue de caoutchouc, comme vous dites joliment dans votre livre, vous évoquez ce mot-là. Et bon. En revanche, ce fond de la révolution matricielle, la révolution française, qu'on croyait réservé aux livres d'histoire, ça revient. Et toujours là, il ressurgit par un phénomène de reviviscence historique dont je serais bien curieux, je ne prétends pas l'expliquer. C'est ça. Mais il est... Même vous, l'historien, ça vous a étonné? Énormément. Vous avez été pris au dépourvu. Énormément. Oui. Au fond, tout le monde croyait, moi le premier, qu'on avait effectivement une amnésie historique à l'égard de ce passé maintenant loin. Ou peut-être un progrès politique, la démocratie s'était installée. Mais oui, bien sûr, qu'il n'avait plus de raison d'être, il n'y avait plus de Bastille à prendre. C'est ça. Mais il y avait des ronds-points. Mais il y avait des ronds-points. Et c'est sur ces ronds-points, symbole d'une modernité avancée, que ressurgit le langage de la lutte contre la monarchie absolue de droit divin. Avouez que c'est pas tout à fait... Il y a quelque chose de paradoxal. Et sur ces ronds-points, on trouvait non pas les plus pauvres d'entre nous, mais disons les classes moyennes en difficulté. C'est-à-dire ceux qui avaient bénéficié des 30 Glorieuses et qui se retrouvaient là, en dépit de cela, au bord du gouffre d'une certaine façon. Oui, surtout sans perspective d'avenir. Voilà. Parce que au fond, c'est ça le critère. Toujours, il ne s'agit jamais de juger de la situation actuelle des gens, qui peut être relativement favorable, mais il faut toujours se situer du point de vue de la manière dont ils perçoivent leur futur. Et effectivement... Que vont devenir nos enfants? Que vont devenir nos enfants? Et nous-mêmes, vers quel monde, vers quelle société, vers quel statut, pour nous entraîne le mouvement dans lequel nous sommes pris? Laurent de Boissieu-Lacroix. Macron, les leçons d'un échec, et dites-vous, les Gilets jaunes, c'est plus une cause ou une conséquence d'un échec peut-être si tôt dans le quinquennat d'Emmanuel Macron? Marcel Gauchet. C'est très très difficile à dire, puisque ce mouvement, au fond, est parti d'un prétexte très minime. Mais je crois qu'il y a eu le ressac très vite d'une première déception. Les Français aiment la nouveauté, c'est banal de le dire, mais c'est vrai. Et au fond, Macron a été accueilli avec curiosité et plutôt faveur, globalement. Mais il faut rappeler qu'il a été mal élu quand même. Il a été mal élu parce qu'il a un taux d'abstention très important. Mais par l'abstention. Voilà. Parce que, tout simplement... Comme tous ses prédécesseurs. Mais il est bien élu en suffrage exprimé parce que son adversaire a eu très peu. Oui. Donc en fait, il est pas mal élu. Mais bien voilà, c'est complexe à analyser. Et surtout, j'oserais dire,
proposition un peu trop abrupte, mais je n'ai pas le temps de justifier, qu'il était assez normal qu'il y ait un taux d'abstention élevé à son élection pour la raison qu'il transgressait les codes de la société politique française. Et donc, pour beaucoup de gens, ils avaient beaucoup de peine à se reconnaître dans quelque chose. Et donc à se situer. Oui, donc il a eu un effet de sidération sur les forces classiques. Mais les gilets jaunes, personne ne les a vus venir parce que c'est vraiment à partir d'un petit fait, mais le petit fait prenait son sens parce que Macron ne faisait pas ce que, confusément, même les gens qui n'avaient pas voté pour lui, attendaient qu'il fasse. Il faut souligner tout de même l'espèce de contre-pied qui me semble insuffisamment vu en général, qu'a représenté la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron dès le jour de son intronisation. C'est-à-dire c'est l'homme qui commence sa campagne sur une grande marche à l'écoute des Français et qui s'institue président jupitérien, mettant en avant la verticalité de son pouvoir. Sans véritable parti. Sans véritable parti, donc prenant sur lui la totalité de la responsabilité de ce qui va être pris comme disposition. Et déjà, ce changement de cap, dont on peut chercher ensuite les raisons, a eu un effet de stupeur et d'incompréhension. Il n'a pas été compris. Alors, les élites l'ont beaucoup félicité de ce retour à une tradition d'autorité classique du président de la République, mais en réalité, je crois que la promesse de sa campagne était démentie le jour même de son élection, le lendemain de son élection. Alors ensuite, il a lancé, après les Gilets jaunes, il a lancé le grand débat. Est-ce que c'était la poursuite, la mise en œuvre de cette fameuse verticalité que vous évoquez? Là, il a trouvé, avec, il faut le dire, beaucoup de talent et d'énergie, une forme de transaction entre la promesse initiale dont il a prouvé par là qu'il n'avait pas oublié, je suis prêt à vous écouter, et c'est vrai que de toute façon, Macron a institué un système de pouvoir où le dialogue avec le pouvoir a une légitimité plus grande probablement. Vous dites qu'il n'y a plus de Parlement, en quelque sorte. Mais oui, mais il y a un débat direct entre le président de la République. C'est très dangereux. C'est en effet... C'est très fragile. C'est très fragile. Parce que c'est donner un phénomène qui est très difficile à institutionnaliser. Comment institutionnaliser un dialogue entre le président de la République et les Français? Mais c'est ce que demandaient les Gilets jaunes, d'une certaine façon. Oui. Ils demandaient cette forme de démocratie directe, voire ce mandat impératif, peut-être. Oui, mais justement, un mandat impératif excluant l'idée qu'il y a un président de la République qui tranche en dernière heure. Et ils demandaient un référendum d'initiative populaire. Oui, il y avait un malentendu. Oui, certes. Mais il a trouvé le moyen terme entre sa pratique verticale et la capacité d'écouter la société, encore que la société qui s'est manifestée dans le grand débat était loin des Gilets jaunes et c'est en fait une sorte de société politique élargie. Alors Marcel Gauchet, on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation consacrée à l'histoire du clivage gauche-droite dans la vie politique française depuis 2 siècles. Alors je voudrais terminer encore une fois sur Macron. Votre dernier livre, donc Macron, les leçons d'un échec aux éditions Stock, est assez sévère à l'encontre du président. Vous utilisez les expressions suivantes: populisme démocratique, populisme centriste, populisme de velours, démocrature de velours, élitisme tranquille. Vous évoquez le président comme un illusionniste, voire, et les historiens comprendront, comme le MacMahon du moment. Pourquoi tant de sévérité, Marcel Gauchet? Ces propos ne sont pas amènes, mais ils ne sont pas non plus... je ne dis pas que Macron est un dictateur. Absolument. Par exemple, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui. Pas du tout. Faites bien de le préciser. C'est absurde, évidemment, à mes yeux. Mais c'est vrai qu'il a... Et quand je dis un populisme démocratique, je reconnais donc bien volontiers le caractère... populiste. Oui, à mes yeux, c'est un populiste. Expliquez-nous. C'est-à-dire justement que pour lui, l'idée qu'il y ait un personnel politique, des corps intermédiaires et des relais institutionnels de son pouvoir ne compte pas. Et il y a même, on a l'impression d'une extrême solitude du pouvoir dans son cas. Qu'est-ce qui compte? Vraiment, c'est la parole du président.
Et c'est à un point jamais atteint. Est-ce que c'est pas dans la l'expression de Ve notre République. monarchie républicaine? Est-ce que c'est pas un aspect gaullien ou est-ce que c'est autre chose, Marcel Gauchet? Ce n'est pas gaullien, car Oui. le gaullisme, on l'oublie constamment. Évidemment qu'il y avait une statue du commandeur qui était à une altitude à laquelle personne n'a pu prétendre après lui. Mais il y avait un Premier ministre. Georges Pompidou, il avait une marge de manœuvre que Jean Castex est très loin de posséder. Laurent de Boissieu, une dernière question. Et il y avait Marcel un Gauchet. parti qui pesait. Laurent de Boissieu. Est-ce que finalement le juge de paix, pour savoir si Macron c'est un échec ou pas, ça serait sa réélection ou non? Ah non, Marcel Gauchet. non, parce que en fait, l'échec dont je parle est l'échec à une hauteur de questionnement, c'est-à-dire Macron a-t-il été capable de répondre au marasme politique français? La réponse me paraît être non. Évidemment que c'est fait pour être discuté. C'est pas, je prétends pas apporter le dernier mot de la chose. Mais c'est en même temps, il est le garant d'une certaine stabilité dans la poursuite d'une politique à laquelle on ne voit pas d'alternative et politique à laquelle les alternatives proposées sont très peu crédibles. Ce sera ou la même chose en moins bien, ou autre chose qui est une aventure plus ou moins suicidaire. Donc, à mon sens, ses chances de réélection, en dépit de l'échec que j'essaye de comprendre, sont tout à fait intactes. Ça n'empêche pas que le marasme politique français auquel il prétendait répondre, va se poursuivre. Lorsque vous évoquez cette aventure suicidaire, c'est votre point de vue sur la réélection, ou plutôt la non-réélection possible de Marine Le Pen, Marcel Gauchet. Vous pensez que les Français n'ont pas envie de se suicider avec elle, c'est ça? Sauf la mutation brutale de leur ADN politique. Les Français sont protestataires, mais veulent être gouvernés au centre. C'est des protestataires centristes, c'est ça? Un tout dernier point, Marcel Gauchet, avant de vous dire au revoir. Vous évoquez l'incapacitation des pouvoirs. Et à propos d'Emmanuel Macron, vous écrivez « tant de pouvoir pour si peu de puissance effective ». Ça dépasse la question de la personnalité du président. Bien évidemment. C'est une usure du système. C'est une usure du système et c'est une évolution du système aussi lui-même. En fait, nous assistons à une reconfiguration générale des pouvoirs. C'est ça. Et, y compris de l'instrument qui est entre les mains du président, c'est-à-dire l'État. Dont il se plaint assez amèrement, en parlant même d'un État profond et qui vient bloquer ses initiatives. Il veut casser les grands corps, il veut le reconstruire, etc. Parce qu'il le perçoit plus comme un obstacle que comme un moyen. C'est ça. Très bien, écoutez, Marcel Gauchet, mille merci pour cette conversation. Je rappelle les titres de vos 2 livres que vous publiés en ce moment, qui sont dans 2 perspectives différentes, il faut bien le dire. L'un est plutôt académique, plutôt universitaire. Il s'intitule « La gauche et la droite, histoire et destin » chez Gallimard dans la collection Le Débat. Et donc, vous vous attachez à réécrire un article que vous avez déjà publié en 1993 sur la pertinence, sous l'angle historique, de ce clivage gauche-droite. Et puis, un livre beaucoup plus contemporain, beaucoup plus d'actualité, intitulé « Macron, les leçons d'un échec ». C'est publié chez Stock avec nos 2 confrères journalistes Éric Conan et François Azouvi. Et je disais donc que dans ce livre, vous brossez un tableau assez précis, assez fin de cet Emmanuel que vous appelez non pas Emmanuel le Hardi, comme disait Alain Duhamel, qui était votre prédécesseur sur ce siège il y a quelque temps, mais vous l'appelez plutôt Emmanuel le présomptueux. Vous confirmez Emmanuel le présomptueux? Oui, ça me paraît comme ça qu'il entrera plutôt dans l'histoire de France. Très bien. Un grand merci à vous, un grand merci également à Laurent de Boissieu, journaliste politique à La Croix, qui est avec nous. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Marcel Gauchet sur le site de RCF. Vous pouvez nous écouter en podcast et en balado-diffusion. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.